Bonjour à tous et à toutes. J'ai le plaisir ce soir d'accueillir de nombreux invités pour discuter avec vous, vous présenter un document qui s'appelle le DICRIM et qui permet aux mairies d'assurer la gestion des risques qui peuvent survenir dans une commune. Alors pour faire cette émission, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Boisson, Stéphane, Sylvie Bonaldi et Véronique. Donc, merci à vous tous. Donc, ce sont mes premiers invités. Nous aurons d'autres invités qui vont monter tout à l'heure dans le studio. Ce sont nos premiers invités. Et donc, je vais vous demander de vous présenter rapidement et de nous expliquer pourquoi vous êtes là ce soir avec nous et quel est donc quel est l'objectif en fait de ce document, ce DICRIM. Alors peut-être Alexandre, tu veux bien commencer? Oui, bonjour, merci de cette invitation. Alors je représente l'association sosmaire.org et on a pour mission d'aider les citoyens à comprendre leurs droits autant que les élus, les candidats, sur un axe spécifique qui est la protection des populations. Mon parcours ancien policier qui prétend que sans anticipation des crises majeures sur les territoires, les familles des policiers, mais les familles de tout le monde, ne sont pas protégées. Sans anticipation des crises majeures, c'est tout le système de sécurité intérieure qui peut s'effondrer. Et nous en reparlerons avec ce qui se passe en ce moment même sur les raffineries de pétrole, sur le gaz. Nous avons une problématique de hausse des prix. Nous avons régulièrement des cyberattaques sur des secteurs très sensibles et donc les communes doivent avoir prévu des plans, d'où l'intérêt du DICRIM. Et j'en termine là-dessus. Pourquoi j'ai voulu que Véronique puisse intervenir? Parce qu'elle pourra témoigner de où on en est, puisqu'elle a elle-même pu vérifier si tout le monde connaissait le DICRIM là où elle vit. Tu as le micro coupé. Oui, alors Stéphane, il vous faut ouvrir le micro. On va vraiment le couper chaque fois qu'on ne parle pas pour pas polluer le son. Mais pour parler, il vous faut ouvrir votre micro. Oui, parfait. Bonjour Cathy, merci de votre invitation. C'est votre micro qui n'était pas ouvert, c'est pour ça qu'on ne vous entendait pas. Je ne savais pas que c'était mon tour, j'en suis désolé. Stéphane Bernard, donc je suis co-fondateur de Démocratie Directe, qui est une initiative citoyenne qui a vu le jour en fin 2024 et à la suite de ça, en avril 2025, nous avons créé son pendant juridique, une association de loi 1901 qui s'appelle l'AMDF, qui est l'Association des mairies démocrates de France, une association de citoyens pour les citoyens, qu'ils soient élus ou non ou en chemin, qui a pour but de développer la démocratie sous toutes ses formes, qu'elle soit consultative ou directe, directe de préférence, même si aujourd'hui, elle n'est pas en adéquation avec la législation et la Constitution française et le Code des collectivités territoriales. Dans le cadre des actions que nous menons, nous avons rencontré la démarche du DICRIM, grâce notamment à Alexandre de SOS Maire ici présent. Et nous nous sommes saisis avec d'autres co-appelants, SOS Maire, Sylvie Bonaldi ici présente, représentant une liste citoyenne de démocratie directe, mais aussi Martine et Claude Donnette,
En toute franchise, association en toute franchise, de Philippe Grégoire, Philippe est dans le prêt, et qui représente aussi le SAMU social agricole national dans son action quotidienne envers les paysans. Et nous avons pensé qu'il était opportun, vu la conjoncture actuelle et vu les problématiques de la paysannerie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et depuis les fins de non-recevoir depuis des années, et que leur manifestation et leur écoute n'étant pas obtenu aucun résultat, nous avons décidé d'être coappelant avec la dicrimocratie, un concept que Alexandre vous expliquera puisqu'il est le père et le géniteur de ce concept-là. Et nous reprenons, ou nous continuons plutôt, le travail qui a été fait par les brigades d'écrime, et ça, ce sera plutôt Véronique qui vous en parlera, puisqu'il me semble qu'elle était actrice à cette époque-là, de mémoire. Voilà. Merci de m'avoir votre invitation. Je vous laisse à nouveau la parole. Bon, j'ai un problème avec mon micro. Donc, merci beaucoup, Stéphane. Donc, je vais donner la parole maintenant à Véronique qui va se présenter. Et ensuite, donc, Sylvie Bonadi, ce sera ton tour. Et tu te présenteras et tu en profiteras pour poser ta question, puisque toi, tu es là pour questionner nos trois sachants, on va dire. Alors, je laisse la parole à Véronique. Oui, bonjour tout le monde. Merci pour cette invitation. Alors, moi, j'ai eu connaissance du DICRIM par Alexandre Boisson. Donc, j'ai démarré en fait quelques actions en 2022 et aujourd'hui, avec la crise agricole, on a eu à nouveau l'idée de solliciter, d'activer le DICRIM. Et puis bah voilà, les circonstances ont fait que j'ai été en lien donc à nouveau avec Alexandre, avec Stéphane Bernard, et que j'ai l'impression qu'il y a un puzzle là qui se reconstitue autour du DICRIM, de l'autonomie alimentaire, de la citoyenneté, de la démocratie directe. Donc voilà, là j'interviens en tant que citoyenne, mais j'ai aussi une association et on va être co-appelant pour la décrimocratie en tant que collectif. Et voilà, j'ai été en lien aujourd'hui avec une liste citoyenne havraise, parce que je viens du Havre. Et j'ai parlé du DICRIM et je vais leur communiquer les informations. En tout cas, ils étaient très intéressés. Donc, voilà où j'en suis. Vous voulez que je développe ou c'est pour après? Merci beaucoup, Véronique. Non, on va donner la parole à Sylvie et qui va se présenter et ensuite poser sa question. Peut-être, alors je ne sais pas si elle désignera la personne pour lui répondre ou si vous le choisirez en fonction de vos ressources les uns ou les autres. Voilà. Sylvie, c'est à toi. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je suis donc élue d'opposition à la ville de Nice, élue écologiste d'opposition à la ville et à la métropole de Nice. Et où en 2020, le maire, Christian Estrosi, a créé une agence de sécurité sanitaire qui répond. Alors, la motivation, visiblement, c'est clairement le Covid et les pandémies, enfin les épidémies. Donc, il y a trois thématiques: sanitaire, environnementale, sécuritaire. Dans aucune des thématiques, effectivement, je ne vois le problème alimentaire, le problème de risque de rupture de la chaîne alimentaire. Donc, je voulais savoir en fait si, déjà, la motivation, alors je suppose plutôt d'Alexandre, de sa motivation pour parler du DICRIM, est-ce que c'est typiquement justement la souveraineté alimentaire, la résilience au moins,
parce que, effectivement, c'est le risque que l'on peut complètement, maîtriser et prévenir, beaucoup plus que les temps enfin, et contrairement aux tempêtes et au reste. Effectivement, pour le reste, on est obligé de mettre en place, les procédures en cas d'apparition de ces risques, mais pour, la sécurité alimentaire, il y a juste de la prévention à faire. Donc, voilà, je voulais connaître les motivations et qu'est-ce qu'ils préconisent, pour que les maires, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour obliger les maires à plus, s'engager sur ce risque-là, sur cette prévention-là? Merci pour cette question. Alors, je voudrais déjà commencer par la définition de ce qu'est un DICRIM. C'est l'acronyme de document d'information communale sur les risques majeurs, pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est ce qui permet de gérer une crise d'un point de vue de la population. C'est-à-dire que la population qui reçoit ce document sait quoi faire en cas d'inondation, sait quoi faire en cas de sécheresse, sait quoi faire en cas d'accident sur une centrale nucléaire, etc., etc. Donc ce document est essentiel déjà pour la compréhension de sa commune et comment cette commune gère les crises majeures. Compréhension de la commune, c'est-à-dire est-ce que justement cette commune prend bien en compte ces risques majeurs? Parce que la commune, elle, a un autre document qui est une sorte de mode d'emploi de la crise qui s'appelle le plan communal de sauvegarde. Ce plan communal de sauvegarde, c'est des fiches réflexes qui, par risque, inondation, accident de transport de matières dangereuses ou autre, va savoir quoi faire. Mais si, au moment où il y a une crise, tout le monde court de tous les côtés, tout le monde est désemparé parce qu'il n'y a plus de réseau téléphonique, parce qu'il n'y a plus d'électricité, on rajoute du risque à la crise. On rajoute des risques d'accident. Donc, pour bien synthétiser, vous avez la mairie qui doit avoir son plan communal de sauvegarde à jour. Sur les 22 000 communes qui doivent avoir leur PCS à jour, la Cour des comptes a noté qu'il y en avait plus de 50% qui ne l'avaient pas fait. Et puis, il y a le pendant de ce document, donc du PCS naît le DICRIM, le document d'information communale sur les risques majeurs, que les populations doivent recevoir et doivent comprendre. Les mairies doivent s'assurer que les gens ont bien compris les consignes. Si demain, moi, je me retrouve avec ma famille privé d'électricité, privé de communication, et que mon habitation est inondée en pleine nuit, comme c'est arrivé à Trèbes, je dois savoir, grâce à mon petit document, dans quel centre d'accueil et de regroupement je dois aller. Ça, c'est pour les basiques. Sauf que, vous le découvrirez avec Véronique, je ne vais pas tout spoiler, on est loin du compte. On est loin du compte, c'est-à-dire que les populations aient bien leur DICRIM et que les communes aient un PCS opérationnel, donc le plan communal de sauvegarde avec des fiches que chaque élu en charge de l'anticipation de la gestion de crise sauront lire. Ces fiches doivent être comprises, elles aussi. Si le maire a un gros accident qui ne peut pas être le chef des opérations de secours, l'adjoint, le correspondant incendie secours, donc l'élu en CIS, correspondant incendie secours, doit pouvoir prendre ce PCS et lire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire à la population, qui on doit contacter. Bref, on est loin, loin du compte. Alors c'est pour ça, Sylvie, vous avez parlé justement de tout un tas de directives, d'initiatives pour prendre en compte les pandémies. Ça serait bien justement que ça soit concret, parce que le risque pandémique doit rentrer en ligne de compte dans le plan communal de sauvegarde. Et la question de la pandémie doit être reportée dans le fameux document communal sur les risques majeurs. Est-ce que ça l'est, Sylvie? Je pense qu'il n'y a que ce sujet, ça a été le sujet le mieux traité, justement, Oui, pour faire croire que c'est le plus grand risque que nous courons en ce moment, ce sont des pandémies. Alors, vous allez voir. Voilà, c'est ma vision un peu complotiste, mais voilà. Non, mais le but, c'est justement de reprendre les basiques. Nous, Police pour la vérité, enfin, je suis sympathisant de Police pour la vérité, on n'aime pas qu'on instrumentalise la loi. On n'aime pas que les voyous puissent utiliser la loi. On n'aime pas ça. Voilà. Donc, le principe, c'est que si effectivement on doit avoir une gestion de crise
normée, claire et efficace. Effectivement, en cas de crise pandémique, en principe, les camions ne transportent plus de nourriture de frontière à frontière, parce que ça peut être un vecteur de pandémie. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui reste sur le territoire? Si les camions de la mondialisation s'arrêtent, que reste-t-il à la population pour se nourrir? Les producteurs locaux. Ces producteurs locaux sont-ils assez nombreux aujourd'hui? Nice, et je crois qu'il y a une communauté de communes autour de Nice qui a mis en place un PAT. PAT veut dire projet alimentaire territorial. Il y a donc des budgets qui ont été mis en place courant 2020, 2021 peut-être, j'en sais rien, à vérifier comment ont été utilisés ces budgets. Est-ce que ces budgets servent aujourd'hui à ce que les producteurs locaux servent de roue de secours pour justement, au bout de 72 heures, je vais revenir sur cette thématique des 72 heures, fournir aux habitants de Nice et aux environs de quoi se nourrir si les camions de la mondialisation sont bloqués par une pandémie? Vous connaissez, je pense, la réponse. Aujourd'hui, ces budgets sont-ils utilisés pour ça? Vous avez tout à fait le droit, en tant que citoyen, de demander des comptes sur l'utilisation de ces budgets pour les PAT. Est-ce que ça sert aujourd'hui aux producteurs locaux? L'autre sujet, c'est 72 heures. Et j'en finis là-dessus, je vais libérer la parole. Vous avez vu, on risque de rentrer en guerre contre les Russes. Hein, c'est ce qu'on nous a dit. Donc, le gouvernement a réactivé un truc qui existe depuis longtemps, le fameux kit de survie 72 heures. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez, en cas de crise majeure, où vous êtes privé de secours, tenir bon vous-même avec votre famille, avec un kit. Un kit dans lequel on met des couvertures de survie, on met de l'eau. Vous avez déjà essayé de mettre un pack d'eau dans un sac à dos? Bon. Vous allez mettre une radio à pile, qui a encore des radios à pile. Vous allez mettre tout un tas de trucs, y compris de la nourriture. On revient sur ce cas de pandémie. Vous avez vos camions bloqués. Vous êtes 72 heures sans secours. Vous utilisez la nourriture qu'il y a dans ce kit d'urgence. À la 73e heure, qu'est-ce qu'a prévu le maire de Nice, comme les autres maires des 35 000 communes, pour que vous ayez assez de nourriture récupérée auprès de producteurs locaux, parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir un regard proche des producteurs locaux pour savoir si, par exemple, la pandémie a touché la production locale. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile que de faire ça, de regarder, de poser des questions aux producteurs locaux, plutôt que d'aller demander au camion qui vient de Pologne si il a respecté les normes sanitaires. Donc, je repose la question, est-ce que à la 73e heure, les 35 000 communes de France ont des stocks alimentaires stratégiques d'État en lien direct avec la production locale? La réponse est aussi non. Voilà pour la première introduction. Est-ce que Stéphane ou Véronique souhaitent apporter un complément de réponse? On va laisser la parole à Véronique, je pense, dans un premier temps. Oui, je vais juste témoigner de ce qui avait été fait en 2022. On s'était rendu en mairie, donc c'était à Paris, dans l'arrondissement où je vis. On était deux groupes. Le premier groupe qui était allé solliciter à l'accueil, parce qu'on ne savait pas trop vers qui se diriger. On a envoyé à ce groupe quelqu'un qui est chargé un peu de tout ce qui est courrier et qui a écouté, mais n'avait pas de réponse à apporter, ne voyait pas trop de quoi on parlait. Et quand le deuxième groupe s'est présenté pour la même demande, on avait aussi des courriers, là, on nous a complètement fermé les portes au niveau de l'accueil. Donc, je pense qu'ils avaient eu des mots d'ordre et on n'avait plus aucune réponse à part de nous dire il y a une boîte à lettres de communication avec, on va dire, les citoyens. Et on nous a dit d'écrire, de mettre nos courriers dans cette boîte à lettres. Parallèlement à ça, on avait fait des mails et en fait, on n'a eu aucun retour. Et aujourd'hui, là, donc on a à nouveau sollicité les mairies d'arrondissement au travers du DICRIM. Et pour le moment, on n'a eu aucune réponse. On a vu, par exemple, sur le site de la mairie,
qu'il y avait des informations sur tous les risques, à part le risque alimentaire. Il n'y a aucune information sur ce thème-là. Et donc, ce qu'on voudrait faire, c'est poursuivre cette initiative autour du DICRIM, mais en y associant voilà, la dicrimocratie, peut-être mettre les liens voilà, des livres d'Alexandre. On veut préparer un petit document prêt à l'emploi pour demander vraiment à tout le monde de solliciter voilà, les communes, comme il y a les élections, d'interpeller les candidats sur cette question-là. Mais voilà, c'est sûr que c'était un acronyme qui n'était pas connu du tout de nos interlocuteurs. Et en tout cas, on n'a jamais pu en échanger avec qui que ce soit. Et on aimerait bien le faire là, dans le contexte électoral. Peut-être qu'il y aura une réponse. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci Véronique. Ce que je vous propose, c'est de rajouter à la scène, de façon à ce que ce soit visible, une affiche qui comment dire, liste les 10 causes de risque auxquelles une mairie peut faire face. Et est-ce que Stéphane ou Alexandre veut bien nous expliquer ce que c'est que cette affiche? On va laisser la parole à Alexandre, qui est l'auteur, ou en tout cas dans le cadre de SOS Maire, c'est eux qui ont fait ce travail-là et qui est plus spécialisé là-dessus. Moi, je interviendrai sur la partie citoyenne et paysannerie, si vous voulez bien. Donc, sur les 10 crimes que le DICRIM peut empêcher, c'est un petit moyen mémotechnique, ça fait référence aux crises majeures de type cyclone ou tempête vécues aux Antilles, à Saint-Martin, rappelez-vous. Et j'ai un ami garde du corps qui a vécu avec sa famille ce phénomène climatique, cette crise climatique, et il a pu voir toutes ces choses-là. D'accord ? C'est tout ce qui s'est passé parce que justement le niveau de préparation des populations n'était pas au niveau des standards de la loi. On doit, je le répète, informer les populations. Le DICRIM, c'est un droit, c'est un droit à l'information des populations qui correspond à l'article L125.2 du Code de l'environnement. Et maintenant, il y a beaucoup de directives de sécurité civile qui sont passées sous le Code de la sécurité intérieure, donc on a passé un cran. Et donc, le DICRIM est important pour que les populations puissent se préparer et que justement, ces populations n'entravent pas les secours, qu'elles sachent, ces populations, que même s'il n'y a plus de communication, si la page Facebook de la mairie, il y a beaucoup de mairies qui utilisent Facebook pour communiquer, sauf que quand il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus Facebook, forcément que même si je suis sans électricité, je sais qu'on va venir me secourir. Donc, mon copain garde du corps s'est retrouvé lui-même à devoir tirer en l'air parce que après le cyclone, après qu'il n'y ait plus d'informations, des groupes commençaient à piller. Alors, ce n'était pas tous des gangs, c'était des pères de famille qui cherchaient des subsistances parce qu'il n'y avait plus de communication. Et quand il n'y a plus de communication, on doit reposer sur l'humain, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des groupes avec des gilets ou d'autres distinctions qui, sur impulsion de la mairie et de la préfecture, vont rassurer les populations. Mais quand ce n'est pas organisé, quand le PCS n'est pas à jour, le fameux plan communal de sauvegarde, et que plus personne ne sait rien faire, eh bien on se retrouve avec des pillages et des vols opportunistes, des cambriolages, des escroqueries de crise. Si vous avez plein de boîtes de conserve et que vous êtes un petit malfrat, parce que vous avez réussi à les récupérer et que vous avez en face des familles qui n'ont rien, parce qu'il n'y a plus d'approvisionnement suite au cyclone, vous allez vendre très cher ces boîtes de conserve, des violences intrafamiliales parce que la femme s'impatiente et que ça commence à péter un câble dans la famille, avec les enfants pareil, des abandons de personnes vulnérables parce que quand tout le monde travaille dans l'urgence, je vais prendre un autre cas, celui de Trèbes, quand en pleine nuit il y a une crise majeure d'une inondation avec une crue qui monte très vite et que les pompiers doivent toquer aux portes
et qu'il toque aux portes pour évacuer très vite le quartier, mais qu'il y a une mamie sourde qui n'entend pas que ça a toqué à la porte, ben, cette mamie se retrouve le lendemain toute seule, enfin, elle passe toute la nuit toute seule dans le froid, sans information, et elle n'a pas entendu les secours. Pourquoi ? Parce que même si les pompiers ont bien fait le boulot, dès lors que c'est pas bien préparé, ben, il n'y a personne qui dit aux pompiers, mais il y a une petite dame vulnérable, elle n'a peut-être pas entendu. Insister, vous voyez, les abandons de personnes vulnérables, donc je viens de leur parler, la mise en danger de la vie d'autrui, il ne faut pas oublier quand même que les maires qui ne font pas le boulot et tous ceux qui, justement, et même ceux qui l'ont fait du mieux qu'ils pouvaient, peuvent être mis en examen pour homicide involontaire ou mise en danger de la vie d'autrui. C'est le cas du maire de Trèbes, qui est alors là, c'est à mon sens immoral parce que c'est le RN en face du maire de Trèbes qui lui fait une attaque réputationnelle, et pourtant ce pauvre maire de Trèbes s'est pris un attentat, donc une crise majeure, on se rappelle de Beltram, pardon, plus les inondations de Trèbes, les dégradations d'infrastructures, quand les gens pètent des câbles, ils pètent tout, le marché noir, on en a parlé, les entraves aux secours, bah oui, c'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent décider d'entraver les secours parce qu'ils veulent sauver avant, et puis des fausses informations. Cette liste est non exhaustive. Donc c'est pour ça que moi j'insiste depuis tant d'années sur ce fameux document. Parce que c'est un moyen de refaire société. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes secouriste, vous ne demandez pas à la victime à sauver si elle est de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, au centre, ou athée, religieux. On s'en fout. Il y a de l'humain à remettre au centre. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre. Est-ce que, Sylvie, tu as une autre question à poser à nos invités ? Non, pour l'instant, je ne vois pas. Oui, encore une fois, il y a aussi, enfin, je pense qu'en venant là, j'avais la radio et on parlait de l'augmentation du prix du gaz de 50%, là, suite à ce qui se passe en ce moment, tout ça. Donc, effectivement, il faut préparer nos territoires à la plus grande résilience, qui soit alimentaire comme énergétique. Et il y a des solutions au niveau énergétique, il y a des solutions qui peuvent être mises en place. Voilà. Un four solaire, juste un tube solaire. Après, du solaire aussi sur les toits, tout ça. Enfin voilà, qui rendent les gens autonomes. Seulement, en ce moment, avec cette histoire de subventionner, par exemple, des installations solaires où les gens ne deviennent pas autonomes par rapport à ça, parce que si le réseau est out, ils ne peuvent même pas profiter de l'énergie produite par leurs panneaux. C'est ça aussi, il faut le faire savoir, en fait. Donc, on empêche les gens de devenir autonomes, et pour autant, ça serait justement la solution, ça permettrait d'alléger un petit peu les problèmes dans ces cas de crise comme ça. Donc, si je n'ai pas vraiment une question, j'ai un commentaire à faire. Je voudrais rebondir là-dessus, si j'ai encore un peu de temps. Je voudrais parler de Port-les-Valences pour rejoindre ce qui vient d'être dit. Port-les-Valences, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était en 2019, si ma mémoire est bonne, il y a eu des chutes de neige à Port-les-Valences et d'autres communes aux alentours sur des arbres qui avaient été, pendant l'été, affaiblis. Donc l'hiver tombe la neige lourde sur des arbres affaiblis. Les branches tombent et coupent les lignes électriques. Donc, plein de communes dans ce secteur vont se retrouver sans électricité. Un jour, puis 2 jours, puis 3 jours. Premier jour, on arrive à rétablir un peu l'électricité pour rétablir l'eau, parce que plus d'eau s'il n'y a plus d'électricité. Les pompes fonctionnent à l'électricité pour alimenter en eau. Puis, mais il n'y a que ça, il n'y a que l'eau qui est rétablie. Donc, les habitants de Port-les-Valences vivent une rupture de normalité. C'est-à-dire que leurs habitudes sont complètement perturbées. Donc, ils s'impatientent parce que au bout de 4 jours, vous imaginez votre frigo et votre congélateur, vous avez perdu vos ressources, votre alimentation. Et puis, au bout d'un moment, la mairesse, Geneviève Girard, que j'ai eu l'occasion d'interviewer, servait de punching ball. D'accord ? Donc, au bout d'un moment, elle prend Facebook, elle fait passer un message sur Facebook pour alerter Macron, ce message va être repris par BFM, et là, d'un seul coup, des moyens de l'État pour aller rétablir l'électricité. Sauf que le préfet
de la zone a pété un câble. Pourquoi? Parce que même si on est venu remettre un groupe électrogène pour réalimenter la commune, bah, les gens venaient voler le carburant dans le groupe électrogène. Je vous passe le désastre économique. Un volailler a perdu ses volailles parce qu'il ne pouvait plus alimenter son élevage. Donc, ce n'est pas préparé. Et donc, pourquoi on passe d'abord par le sujet de l'alimentation? C'est parce que derrière, on peut parler des autres résiliences. Hein, sinon, vous avez des comportements où celui qui a un four solaire, celui qui va avoir une solution, va se faire voler sa solution. Et ça amène d'autres crises majeures. Vous prenez le cas des groupes électrogènes. Quand les gens se retrouvent coupés d'électricité pendant longtemps, ils ont peur de se faire voler leur groupe électrogène. Donc, beaucoup les mettent au plus proche de l'habitation quand ce n'est pas dans un garage. Et les gens qui ont de l'électricité finissent par mourir par le monoxyde de carbone dégagé par le groupe électrogène. Vous voyez à quel point on ne peut pas miser sur le comportement individuel. Il faut absolument que par le DICRIM, par le plan communal de sauvegarde, on fasse du collectif. Et les maires, ils sont à notre service. Il faut arrêter d'avoir peur de cet élu qui a peut-être des réseaux avec des notables. Ça dégage. Point. On doit assurer notre protection et ils doivent assurer notre protection. Voilà. D'où la dicrimocratie. Stéphane. Oui, merci de me passer la parole. Il y a une chose qui est certaine, et d'ailleurs toutes les études en collapsologie, alors en effondrement systémique, hein, parce qu'on a beaucoup l'habitude d'employer des mots anglais ou des anglicismes. En tout cas, toutes les simulations de catastrophes, quelles qu'elles soient, montrent que le premier réflexe, comme le dit très justement Alexandre avec sa description des 10 crimes du DICRIM, c'est que les gens ont tendance à être, comme on dit, l'homme est un loup pour l'homme, et à ne pas collaborer. Par contre, on se rend compte que dans tous les modèles qui ont été développés en termes de sécurité, dans les projections qu'on peut faire, c'est la collaboration, c'est l'esprit de corps, c'est l'esprit de tribu ramené au plus grand possible, donc en règle générale, sorti de la famille, des amis, des proches, on est au niveau local et communal, voire de quartier dans les grandes villes. Et c'est la collaboration qui fait qu'on arrive toujours à se sortir de crises difficiles. Et l'histoire est peuplée justement de ces exemples-là. Ce que l'on veut faire, nous, avec la décrimocratie, au niveau des coappelants, c'est d'essayer de faire un triptyque vertueux entre les citoyens, les élus et la paysannerie. Alors pourquoi la paysannerie? À cause de cette actualité brûlante, puisque les derniers à être dans la rue ont été les paysans, et comme d'habitude, ils ont reçu une fin de non-recevoir, justement, et on leur a envoyé des centaures, et puis on a commencé à nouveau à parler de problèmes certains, comme le Mercosur, comme le TAFTA, et résultat des courses, on n'a pas parlé des vrais problèmes, c'est-à-dire les problèmes franco-français, les problèmes de résilience alimentaire, et on n'a fait que du sensationnalisme. On a laissé la parole à juste titre à des gens qui exprimaient un mécontentement, à des gens qui témoignaient de leur situation dramatique. N'oublions pas qu'en France, on a 2 corps de métiers qui ont le plus de suicides, c'est malheureusement la police et les agriculteurs, qui en plus souvent se font face dans des situations politiques et des ordres qui sont un petit peu délicats à pouvoir gérer en termes humains. Et ce que l'on essaye de faire avec donc la décrimocratie, c'est de demander à chaque citoyen de jouer son rôle, puisque en rendant service à la paysannerie, on va expliquer comment, on se rend service à soi-même, on protège sa famille, on protège ses proches, ses amis, on protège sa commune, on protège tous les gens, quels qu'ils soient. La décrimocratie est un appel apartisan, asyndical, areligieux et apolitique, sauf dans le sens politique étymologique du terme, c'est-à-dire la gestion de la cité. Et le DICRIM est un instrument extraordinaire puisqu'il est inscrit dans la loi, et comme l'a dit très bien Alexandre, c'est une obligation légale. Donc on ne réclame rien, on ne manifeste rien, on demande juste l'application de la loi. Et comme il se trouve que dans le cadre de l'alimentation, je voulais partager un DICRIM entre guillemets assez exemplaire de nos jours, qu'on m'a communiqué, notamment Alexandre
une autre dame, Micheline, qui œuvre grandement sur la sécurité. On se rend compte que quand le décrime existe, il n'y a jamais de pendant alimentaire et qu'il n'est jamais prévu ces fameux stocks tampons que Alexandre et d'autres réclament à corps et à cri. Et c'est là où nous, chaque citoyen, chaque élu, euh, dans cette période préélectorale, dans cette période électorale et post-électorale, parce qu'on est en train de courir un marathon et pas un 100 mètres. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, l'actualité fait qu'on peut en parler plus facilement, mais c'est un travail de longue haleine. Et je crois que chaque citoyen doit s'emparer de cette mesure et qui est à la fois très simple, hein, c'est-à-dire vous allez sur le site de décrimocratie.fr, vous allez chercher l'adresse ou le mail de votre mairie, on a mis à votre disposition un PDF, vous le copiez-collez, vous envoyez un mail et après vous nous le transférez et nous assumerons, si vous n'avez pas la possibilité de le faire, le suivi. Et puis de notre côté aussi, nous allons envoyer à la totalité des fichiers de maire, puisqu'avec grâce au CADA, qui est donc une possibilité et un organisme qui met à disposition tous les documents administratifs, et nous avons la possibilité d'avoir, vous et moi en tant que citoyens, la totalité des informations concernant les collectivités territoriales, y compris les maires. Donc il y a un petit moteur de recherche, vous tapez le code postal de votre ville et vous avez donc cette adresse que vous envoyez après par mail. Alors, interpellé, vous allez me dire, ça sert peut-être pas à grand chose. Déjà, c'est une chose qui aujourd'hui a été faite de façon, j'allais dire pas éparse et non coordonnée, puisque Alexandre travaille depuis plus de 10 ans sur ce sujet, qu'il y a eu les brigades d'e-crime qui ont fait un travail extraordinaire au niveau des préfectures. Il se trouve qu'on est dans une dynamique citoyenne de démocratie directe, que de plus en plus de gens s'en réclament. Avec d'ailleurs un peu de parfois d'espièglerie ou carrément de mensonge, puisque les gens mettent le mot démocratie à toutes les sauces, et que notamment on voit Sylvie qui est là aujourd'hui, qui concourt pour la mairie de Nice avec sa liste démocratie directe, et on se rend bien compte que tout aujourd'hui les politiques se réclament de la démocratie, etc. Alors nous, on veut absolument, avec Alexandre, encore une fois, avec l'association En Toute Franchise, avec Philippe Grégoire, trouver à travers le décrime une solution, une vraie solution, qui n'est pas la seule, hein. Il y a d'autres propositions qui sont faites à travers le travail de Philippe Grégoire. On essaye de trouver une possibilité de, à travers les circuits courts, de court-circuiter tout ce qui fait qu'aujourd'hui les paysans se meurent, au sens propre malheureusement comme au figuré, pour qu'ils puissent retrouver leur facture, puisque sur 100 €, vous avez 4,50 € qui n'est exclusivement dédié qu'à leurs revenus, et je dis bien leurs revenus avant impôt, et qu'en plus, sur ces 4,50 €, il y en a 3,5 € qui sont subventionnés. Ce qui veut dire que quand nous allons faire nos courses dans les grandes surfaces, le prix que nous payons de nos denrées sont subventionnés. Et comme l'a dit fort justement Alexandre, nous n'avons pas de stock stratégique, y compris dans les centrales d'achat, puisque les flux tendus font qu'on n'a pas aujourd'hui au-delà de 3 à 4 jours. Alors les chiffres sont, on parle beaucoup de 72 heures parce que c'est la loi et qu'il y a une, entre guillemets, à un moment donné, il a fallu mettre une limite, mais même dans les grandes centrales d'achat qui ont des stocks, on sait que ça dépasse pas quelques jours, et que si un jour il y a un véritable problème, on pourrait à la fois résoudre ce problème alimentaire de survie, hein, c'est quelque chose de vital pour chaque citoyen, quel que soit son bord politique et sa religion et ses croyances, mais aussi on pourrait, sans problème, en remettant dans ce cercle vertueux, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, une petite distribution, hein, en opposition à la grande distribution, avec des vrais circuits courts, et en s'appuyant sur tous les acteurs, hein, parce qu'il y a plein de gens qui font ça depuis déjà 10, 20 ans. On ne va pas toutes les citer parce qu'il y a des centaines, je dis bien des centaines de petites associations qui travaillent chacun de leur côté. On va essayer de s'emparer de ce sujet et du formidable travail qu'a fait entre autres Alexandre concernant ce DICRIM. C'est là où le citoyen doit intervenir, et c'est là où il faut que nous prenions la mesure du pouvoir politique que nous avons. Et là, aujourd'hui, un simple mail peut commencer à faire bouger les choses, puisque l'on voit venir avec, aujourd'hui, on nous annonce, entre guillemets, plus de 1000 listes citoyennes. Alors, vous me direz, 1000 listes citoyennes démocratiques sur 34 785
communes aujourd'hui recensées, c'est pas grand-chose, mais c'est un début. Et si nous pouvons à chaque fois demander à nos citoyens d'intervenir, ce serait déjà un bon début et aussi une espèce de reconnaissance du travail qui a déjà été fait, avec lequel on pourrait tous en même temps sauver notre paysannerie et nous sauver nous-mêmes. C'est justement là où Alexandre a tout à fait raison, c'est que il ne suffit pas de pointer du doigt toutes les problématiques que nous avons en termes de sécurité par rapport aux risques majeurs, mais surtout avoir les solutions. Et on pense, et Alexandre pense, et beaucoup de gens sont convaincus que nous avons les solutions, il faudrait juste les appliquer et obliger les maires d'appliquer cette loi qui les oblige, le code de la sécurité, le code de la collectivité territoriale, le code de l'environnement. Bref, il y a tout un corps juridique et législatif. Voilà, je ne voudrais pas être trop long, mais je voulais insister sur ce pendant citoyen parce que c'est vraiment comme ça qu'on nous y arriverons. Tout le monde a bien compris que les politiques n'écoutent rien, que le Parlement est un Parlement de partisans, qu'on est dans une impasse économique, sociale, éducationnelle, dans une impasse aussi politique où même les urnes ne sont plus respectées et que le pouvoir que nous avons, eh bien, il faut que nous l'actionnons et qu'on peut éventuellement faire les choses de façon silencieuse. C'est ce que dit Philippe Grégoire souvent. Faisons une manifestation silencieuse et agissons. Et je crois qu'il a tout à fait raison. Voilà, je repasse la parole à Cathy ou à Alexandre ou à quelqu'un qui voudrait éventuellement poser des questions. Merci. Merci Stéphane. On va rendre la parole à Sylvie parce elle doit nous quitter. Elle a une réunion justement dans le cadre de sa campagne. Donc on est vraiment dans le cœur du sujet. Mais je crois, Sylvie, que tu voulais faire un petit retour sur l'autonomie des citoyens avant de nous quitter. Donc je te laisse la parole et je te laisse nous quitter de façon digne. Voilà. Merci Cathy. Alors oui, alors Céline, la tête de Nice de cette liste Nice Démocratie Directe, donc qui a franchi tous les obstacles pour arriver jusqu'à réaliser de réunir 69 candidats. Ah ben voilà, j'allais dire qu'elle n'allait pas pouvoir se connecter parce qu'elle venait d'arriver retardée par les bouchons, mais la voilà. Donc juste rapidement, donc je pense que, enfin, moi, il me semble qu'effectivement, il faut à la fois insister sur le DICRIM et sur obliger les collectivités donc à faire ce qu'il faut pour prévenir tous les risques et savoir et planifier la gestion du risque quand il arrive. Mais surtout, il faut bien démontrer les mesures qui sont prises pour empêcher les citoyens d'être autonomes et d'être autonomes et de ne pas être éventuellement impactés par certaines crises. Donc, comme je le disais, le photovoltaïque, les subventions qui sont données. Moi, j'ai un collègue qui a mis du solaire sur son toit à Marseille. Le quartier a été coupé en électricité pendant 2 jours. Là, il avait des panneaux solaires sur son toit. Il n'a pas pu utiliser son électricité parce que, bon, il y avait le. Alors, donc, il faut vraiment que. Et ils le font exprès, je pense. Donc, c'est volontaire. Donc, il faut vraiment dénoncer ces mesures-là qui empêchent les gens de devenir autonomes. Et quand même, s'il y a le plus, on pourrait très bien essayer de déployer le maximum de réseaux comme ça d'autonomie et permettre d'amortir certaines crises le plus possible. Donc, je pense qu'il faut à la fois effectivement imposer une gestion collective, d'accord, mais surtout dénoncer ce qui ne permet pas d'être autonome. Et par exemple, pour l'eau aussi, pour la récupération d'eau, il y a des menaces qui pèsent sur la récupération d'eau. Il y a les poulaillers, je crois, enfin, je sais plus, il y a enfin, voilà, on sent que les poulaillers, c'est un peu menacé, les poulaillers individuels, tout ce qui peut permettre certains d'être autonomes est menacé. Alors, je sais bien que on ne gère pas par une somme de cas individuels, mais quand même, il faut permettre l'accès le plus possible à cette autonomie au plus de citoyens possible. Il ne faut pas l'entraver. Et je pense qu'en ce moment, c'est de plus en plus entravé. Voilà, c'est ça.
c'est pour ça que justement la démocratie directe, c'est de faire les lois, qu'on ait la maîtrise des lois, des lois qui se sont mises en place et qui ne sont pas mises en place pour l'intérêt général, visiblement. Donc c'est voilà. Mais la ressource en eau, c'est pas. Sylvie, je me permets de rebondir là-dessus parce que vraiment, souvent, si effectivement il y a des entraves qui sont mises, présenter les choses de cette manière, c'est presque dire bah, c'est foutu, quoi. Alors que si vous demandez au maire et même au préfet, quand a-t-il planifié de faire le prochain exercice hors sec? Là, ça dépend du code de la sécurité intérieure. Vous allez pouvoir faire ressortir justement la nécessité d'avoir justement des panneaux solaires activables pour les secours, ou ne serait-ce que pour qu'il y ait de l'électricité dans le quartier. Alors, il faut savoir qu'il y a des onduleurs qui permettent d'être autonomes. C'est vrai que quand vous prenez des onduleurs classiques, il y a aussi une raison à ça, c'est-à-dire que si vous avez des interventions des agents sur les lignes électriques et que on renvoie du courant sur les réseaux, il y a des risques d'accident. Donc c'est pour ça que vraiment, dès lors que vous allez insister, la pression citoyenne, ça fonctionne. Vous voyez bien même qu'en ce moment, Arnaud Gallet de Mouv'Enfants, qui cherche à protéger les enfants des réseaux pédocriminels, arrive à du résultat. Donc c'est la pression citoyenne. Nous avons le droit de nous exercer aux crises. Et ça, c'est le code de la sécurité intérieure qui le fait remonter. Donc on peut, moi je ne conteste pas, je suis ami de Martine Denette et Claude Diot, donc la corruption, les entraves qui viennent de tout en haut existent bien. Le pire, c'est de ne rien faire. Le pire, c'est de les laisser, en plus, la possibilité à ces corrompus-là de rester négligents et s'en foutre. Et vous imposer, tel des marquis, oh bah tiens, moi ça ne me plaît pas que vous n'ayez pas de solaire, qu'on voit vous entraver. Il faut arriver en nombre et dire maintenant on va faire des exercices de sécurité civile. Parce qu'on va prouver au reste de la population à quel point vous êtes dans les manquements aux obligations de prudence et de sécurité. C'est ça la pression citoyenne. Le droit, c'est pour les citoyens. Alors bien sûr qu'il y a plein d'avocats véreux, il y en a des biens, mais il y a beaucoup d'avocats véreux qui instrumentalisent le droit pour faire de l'évasion fiscale, pour placer des copains. Nous, on sait lire. Chaque citoyen, enfin beaucoup de citoyens savent lire. Et on n'a pas besoin de passer par des avocats parfois pour faire entendre que le droit est de notre côté. C'est ce que fait Police pour la vérité, n'est-ce pas ? Merci Alexandre de cette petite conclusion en ce qui nous concerne. Effectivement, on essaie dans les moyens du possible de faire éclater la vérité et en tout cas de donner aussi la parole à tous ceux qui peuvent s'exprimer. Donc Céline, je suis désolée parce que je ne sais pas depuis quand vous étiez dans les coulisses. Je ne vous ai pas vu. Il y a tellement de monde que je ne vous ai pas vu. Je suis désolée. Est-ce que vous souhaitez conclure ? Si vous avez un petit peu entendu des coulisses, donnez un petit peu, on entend votre son de voix, puisque visiblement, c'est vous la tête de liste, si j'ai bien compris. Alors, il vous faut ouvrir le micro. Je vais vous... Ah, voilà. Voilà, je vais ouvert. Voilà. Bonjour, alors je suis tête de liste de Nice Démocratie Directe là, pour les prochaines élections municipales. Et oui, j'ai passé un peu de temps en coulisses. Heureusement, il ne faisait pas trop sombre, donc j'ai attendu de façon sympathique. J'ai entendu ce que vous disiez. Oui, non, mais bien évidemment, on est d'accord sur tous les plans, puisque avec Sylvie, enfin voilà, c'est la démarche. On voudrait que effectivement les lois soient au service des citoyens dans l'intérêt commun et pas le contraire, quoi. Voilà, pas que ce soit voilà, dans l'intérêt commun. Après, la démocratie directe, c'est un concept qui fait qu'il faut qu'on accepte quand même la décision de la majorité, hein, qui n'est pas forcément la nôtre. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir respecter quand on monte une liste de démocratie directe. Voilà. Donc, mais oui, pour nous, effectivement, il faut que les choses aillent dans ce sens
et rendre les gens de plus en plus autonomes. Et de toute façon, je pense que plus on va avancer dans le temps et plus ça va être nécessaire. Voilà, pour beaucoup. Il y a des chances. Si je peux rebondir là-dessus. Désolé, Oui. j'ai l'impression de monopoliser la parole. Mais c'est juste pour vous donner un guide à suivre, si je puis dire. Un guide pratique, hein, pas un guide spirituel. Un guide pratique, c'est la commune d'Ungersheim, puisque ça fait plus de 25 ans que c'est en démocratie directe. Une commune autonome en énergie et en alimentation. Il y a de l'inspiration à récupérer. Oui, merci beaucoup. Ouais, je connaissais déjà, je savais déjà, hein, je suis même déjà passée. Donc oui, on avait vu ça, on a un peu regardé de près. Après, c'est vrai que là, du coup, nous, on se présente par rapport à Nice, c'est une grande ville, etc. Donc peut-être que les ressources ne sont pas, en tout cas en terre, suffisantes sur la ville de Nice. Il faut voir exactement comment on peut s'organiser, mais l'objectif étant d'améliorer la souveraineté alimentaire de façon sûre, parce que c'est vrai que même si c'est pas, disons, directement à Nice que les productions peuvent se faire sur trop de terres agricoles, bon, il y en a encore quelques-unes, mais c'est pas énorme. Il y a l'arrière-pays sur lequel on peut compter aussi, donc il faut voir comment tout ça peut se mettre en place et s'organiser. C'est vrai que c'est vraiment une question primordiale. Si en fonction des conflits, et on n'est pas à l'abri que nous aussi, ça nous arrive un jour. Donc effectivement, c'est une question qui est vraiment, vraiment super importante, quoi. Et je pense que les gens aujourd'hui vraiment réalisent l'importance du sujet, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand je discute autour de moi, je pense que les gens réalisent vraiment bien que où sont les priorités, qu'est-ce qui est le plus important pour nous, si demain on devait complètement changer de système, quoi. Donc c'est très très bien perçu par la plupart des gens, tout ça. Et ils en sont conscients, je pense, aujourd'hui. Grâce, indirectement, à la crise sanitaire, je crois, que ça a fait naître dans l'esprit de beaucoup tout ça, quoi. Moi, je vous invite à passer par les quartiers dits sensibles. C'est l'ancien policier de proximité qui vous le dit. Nous avons, avec SOS Mer, à Limay, fait une opération avec l'association Coup de pouce. Alors, à l'occasion de la journée du 13 octobre, qui s'appelle la journée Tous résilients face au risque. Alors donc, l'association Coup de pouce s'occupe de gens voilà, dans la précarité, issus de l'immigration, et qui est dans une ville, Limay, on est 78, on est dans une zone dite sensible. Alors, à mon sens, hein, moi qui ai côtoyé beaucoup de collapsologues, de gens aussi de l'univers de l'écologie, beaucoup de donneurs de leçons, tout respectable qu'ils soient, mais beaucoup de donneurs de leçons, ils sont beaucoup moins écolos que les gens des quartiers prioritaires. Pourquoi? Ou des quartiers dits sensibles. Pourquoi? Parce que bien souvent, les gens des quartiers dits sensibles n'ont pas les moyens. C'est eux qui prennent les transports en commun. Et puis, ceux qui viennent faire des grandes leçons d'écologie, parfois prennent des avions pour le faire. Viennent nous raconter qu'il va falloir faire attention à la planète. C'est les gens des quartiers hein, qui se lèvent à 5 heures du mat pour aller faire des ménages qui prennent les transports. C'est pas ceux qui donnent des leçons. Le seul truc sur lequel aujourd'hui ils sont pas vertueux parce qu'ils n'ont pas les moyens, c'est au niveau de l'alimentation. Aujourd'hui, les gens des quartiers prioritaires essaient d'acheter ce qu'ils peuvent. Donc, ils vont chez le discounter, etc. Donc, pour Nice, il y a beaucoup de quartiers comme ça. Et je pense qu'il y a vraiment intérêt à parler avec les associations de quartier, avec les mamans qui se bougent pour joindre les deux bouts, qui se montent aussi en association. Parce que pour moi, l'ancien policier de proximité, c'est avec eux que ça va le plus vite. Ça va plus vite à convaincre qu'on pourrait faire ensemble des choses. Et c'est ce qui s'est passé à Limay. À Limay, je répète, nous travaillions avec l'association Coup de pouce. Et pour le coup, les gens ont compris l'intérêt de faire des jardins partagés, des jardins ensemble, en bas des tours, ce qui chasse d'ailleurs les dealers. Et c'est les papas et les mamans qui chassent les dealers. Donc vous voyez, quand on veut faire de la sécurité, c'est pas coup de matraque. C'est en donnant des choses à perdre aux gens. Et donc aujourd'hui, si vous voulez effectivement accélérer une transition à Nice, moi je vous conseille fortement que votre liste ouvre
les dialogues avec ces gens des associations de quartier. Ils ont envie de manger bio, bon, sauf qu'ils n'en ont pas les moyens. Alors, quand on organise les solidarités, en plus, il y a de formidables associations aujourd'hui qui existent pour la sécurité sociale alimentaire. Si on mélange tout ce petit monde-là, bienveillant, effectivement, il y a de quoi faire reculer et la violence et les corrompus, et qui ne sont pas toujours en jogging. Oui, je voulais juste compléter tout à l'heure le propos très pertinent d'Alexandre concernant les cibles, entre guillemets, et les actions et la localisation des actions dont il parlait, de ce qu'on appelle pudiquement les publics difficiles, des banlieues, etc., qui est un problème que je connais bien puisque je suis issu aussi et j'ai grandi dans ces banlieues sud parisiennes. Et il y a dans l'approche du dit-crime, hein, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, il y a dans l'approche du dit-crime un problème qui pourrait paraître un problème territorial, c'est-à-dire que comment pouvons-nous parler de résilience alimentaire dans des grandes villes? Comment pouvons-nous éventuellement parler de résilience alimentaire dans des territoires qui sont pour la grande majorité bétonnés? Et pourtant, si on réfléchit bien, aujourd'hui, on a en France un des plus beaux pays avec plein de terroirs. Et ces terroirs devraient être plus qu'un découpage administratif ou régional ou départemental, comme on l'a vécu depuis les débuts de la République et du Code napoléonien, et comme on l'a modifié dernièrement aussi avec les grandes régions. Chaque spécificité communale a donc s'inscrit dans un terroir. Dans ces terroirs, on trouve toujours la possibilité, quelque part, s'il y a une véritable volonté municipale et s'il y a une vraie pression citoyenne, hein, ce que dont parlait Alexandre, hein, il faut comprendre que nous sommes le nombre et que, en dehors peut-être de tout propos complotiste, même si on sait que les complotistes ont parfois raison à l'avance, ce qu'on rencontre, c'est une collusion et une convergence d'intérêts financiers, hein, quels qu'ils soient, que ce soit Big Pharma, puisque Corinne Lalo en faisait référence, mais aussi la grande distribution, aussi la capacité qu'ont à se fédérer tous les grands intérêts financiers et tout ce qui fait qu'à un moment donné, nous, citoyens, on se sent incapables de pouvoir pardon, réagir face à cette formidable puissance de feu qu'ont à la fois la collision entre les politiques et les acteurs économiques, hein. Et il faut le savoir aussi, on vit dans une société depuis des décennies où le crime organisé, quel qu'il soit, sans rentrer dans les détails, a toujours fait bon ménage avec la politique, qu'elle soit communale ou qu'elle soit nationale ou internationale. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent d'avoir en évidence cette analyse que tout le monde pouvait supposer, et aujourd'hui, les faits s'accumulent. Et donc, si aujourd'hui on raisonne en termes de terroir et si on raisonne en termes de pouvoir d'achat, refaire des filières en circuit court, quelle que soit la configuration des terroirs, peut augmenter aussi le pouvoir d'achat. Parce que si on, alors c'est très technique et c'est pas très intéressant en soi, mais on comprendra dans le détail que quand pour 100 € d'achat alimentaire, à la fin il y a 4,50 € et que tout le reste qui ne revient pas aux agriculteurs reviennent à des filières qui sont à l'intérieur de la valeur ajoutée de ces produits, et que toutes ces marges sont au détriment à la fois du pouvoir d'achat des citoyens et en même temps au détriment de la capacité à avoir un juste salaire pour les producteurs et les éleveurs dans notre pays, on comprendra bien que si nous arrivons avec la décrimocratie, avec l'appel des crimes et avec tout le travail qui est fait par toutes les associations et tous les citoyens qui se saisiront de cet appel et de cette manifestation du dit crime, on retrouvera à la fois la capacité d'une résilience alimentaire, une augmentation du pouvoir d'achat qui est évident pour des raisons qui seraient très faciles à vous prouver, et que quand on sait aussi que la grande majorité des prix de vente auxquels, y compris hein, dans les hard discounters ou autres, hein, puisque nous sommes tous des addicts de la grande distribution,
quand on sait qu'à l'intérieur de ces prix-là, il y a énormément de subventions qui sont issues de nos propres impôts, il suffit donc à remettre en place un circuit court adapté au terroir et surtout aussi peut-être changer le modèle agricole, hein, comme l'ont réclamé des gens déjà il y a 20 ou 30 ans, les Pierre Rabhi, les Bourguignons toujours en vie, José Bové, etc., avec une, une paysannerie qui revient à l'essentiel, c'est-à-dire au modèle forest pastoral qui permet à la fois de supprimer les grands monocultures, les grands mono-élevages comme on a en Bretagne, dans la Beauce pour les céréales, etc. Et toute cette façon de procéder en des circuits très courts où le citoyen reprend la main à proximité, inséré au sein du décrime et se servant de ça, on peut retrouver du pouvoir d'achat, y compris dans les villes, hein, les incroyables comestibles, par exemple, ou plusieurs exemples de jardins partagés montrent que même dans certains quartiers, on arrive à refaire à la fois société et à se redonner une forme de petit pouvoir d'achat. Donc, si on arrive à coaliser tout ça et à faire une multitude d'initiatives cumulées, on pourra redonner, encore une fois, je le répète, du pouvoir d'achat, y compris dans des banlieues où, a priori, on se dit il n'y a pas de terre agricole. Mais le localisme, il n'est pas forcément à nos portes. Il peut être à 10 km, à 20 km. Hein. Pour ceux qui vivent dans des grandes villes, que ce soit Toulouse, Bordeaux ou Paris, vous prenez votre voiture, vous faites 10 km et vous commencez déjà à avoir des champs, parfois de monoculture, parfois avec des sols morts, malheureusement, en fonction des régions et des terroirs. Mais on a la possibilité, dans des circuits très courts, de pouvoir remettre ça à la place. C'est ce que je voulais aussi compléter par rapport au discours d'Alexandre de tout à l'heure. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, Cécile a un problème de connexion, mais elle va nous rejoindre dès que possible. Donc, je vous propose de peut-être nous expliquer ces couvertures de livres-là, ces premières de couverture que vous m'avez permis d'exposer. Donc, je le rajoute à l'écran. Face à l'effondrement, si j'étais mère, et d'ailleurs j'ai intitulé cette émission avec ce titre-là, hein. Je suis désolée, je vous ai copié, parce que je le trouve vraiment très pertinent. Donc, Alexandre, Stéphane, Véronique, qui voudrait bien nous le présenter? J'en suis l'auteur, avec un économiste, comme c'est inscrit sur la couverture. Je suis l'auteur de ce livre avec André Jacolbec, un ami qui m'est très cher et qui est économiste. Ce livre a été écrit en 2018. C'est le premier tome où on expliquait donc les trajectoires économiques. On expliquait ce que pourrait donner le blocage du détroit d'Ormuz. Donc, pour la petite info, ce détroit, c'est par là que 30% du pétrole mondial transite. Et quand c'est bloqué, ça fait monter les prix. Ce jour, je vous invite, alors on est le 2 mars ou un truc comme ça, oui, le 2 mars, je vous invite à regarder sur Internet qu'en est-il du prix du pétrole et du gaz, si ça descend, si c'est stable ou si ça monte en flèche. Alors, l'effondrement, c'est pas ce qu'on en croit. On a l'impression que c'est un truc brutal, comme un jeu de badaboum où tout tombe très vite. Les effondrements, on les vit déjà. Stéphane parlait des Bourguignons qui font un travail formidable. On a un effondrement des vers de terre dans nos sols. Les petits travailleurs organiques, les vers de terre, qui font que la terre est spongieuse et donc qu'elle absorbe l'eau. Et on voit bien que quand on vitrifie tout ça avec des produits phytosanitaires, n'en déplaise à Duplon, ça finit par faire des inondations parce que l'eau ne s'imprègne plus. Alors quand vous avez des champs en pente, l'eau dégouline et fait des coulées de boue carrément sur les routes. Enfin bref, on est dans une logique de fou furieux avec des gens qui sont sans foi ni loi et qui arrivent par des associations de malfaiteurs. La justice en a parlé il n'y a pas longtemps, hein, elle a jugé un ancien président de la République que j'ai bien connu pour ça, qui arrive à s'infiltrer. Alors, à nous de soit rester passifs face à ces associations de malfaiteurs
Ou au contraire, de se dire, non mais par exemple, il faut des vers de terre, il faut arrêter de flinguer les oiseaux, il faut arrêter de détruire les écosystèmes sur lesquels nous sommes assis. Donc des effondrements, il y en a plein de ce type avec les écosystèmes. Ça, c'est une première chose. Mais des effondrements plus brutaux, ça peut arriver aussi. Vous imaginez aujourd'hui que les transporteurs routiers peuvent faire rouler leurs camions avec un business model calibré sur un certain prix du pétrole. Imaginez que le pétrole passe à 3 € le litre. Est-ce que ces camions vont permettre de faire du bénéfice quand ils se déplacent? Ou est-ce que ça flingue, 3 € le litre de carburant, le business model du transporteur? Et si le transporteur ne peut plus travailler, les camions s'arrêtent. On l'a dit, on le redit, il y a à peine 72 heures de stock de bouffe pour les 68 millions de Français, et ces stocks circulent dans les camions. La mondialisation a détruit la notion de stock, ça ne rapporte pas. La mondialisation aime les flux tendus, parce qu'on produit, on fournit, on facture. C'est aussi simple que ça. Donc, la résilience alimentaire des territoires, notre capacité à avoir de la nourriture en stock local, a disparu. Et ceci par des glissements sociétaux, parce que quand nous, êtres humains, on nous file du confort, on y va, on ne se pose pas de questions, on fait moins la queue aux petits producteurs, puis ça coûte peut-être un peu moins cher parfois. En tout cas, c'est ce que nous dit le marketing. Donc, toutes ces mécaniques de glissement de société, la corruption à qui ça profite, ces glissements de la société, le fameux progrès qu'on nous vend comme l'absolu de l'existence humaine, conduit à ce que nous puissions nous effondrer. Parce que je reprends mon exemple avec des camions qui s'arrêtent, vous avez des supermarchés qui sont vides. Vous avez donc des populations qui commencent à se dire « mais c'est vide, donc on va chez le producteur local ». 68 millions de Français sur 35 000 communes qui vont chez les producteurs locaux constater que ces producteurs locaux n'ont pas assez de réserves, en plus en fonction des saisons, ça dépend de ce qui est cultivable et récoltable, et donc ils pètent un câble. Ces 68 millions de Français sur 35 000 communes pètent un câble. On n'oublie pas qu'il y a quand même plus de 15 millions d'armes, 11 millions d'armes, dont beaucoup d'armes illégales en circulation dans notre pays. Et là, on se retrouve avec un effondrement. C'est-à-dire que la société n'est plus capable d'assurer les besoins essentiels. La société est complètement dépassée par l'hystérie des foules, par la folie criminelle. Et là, il n'y a plus de société. Pourquoi? Parce qu'un flic dont la famille ne mange pas sur son territoire, dans sa commune, le flic rentre. Hein. Il ne va pas continuer à protéger des gens sachant que sa famille est en péril. Donc, vous voyez, on a écrit ce bouquin qui était un signal d'alerte et des propositions de solutions. C'est le premier tome en 2018. Regardez ce qui se passe avec le détroit d'Ormuz. Voilà. Et donc, on en a écrit un deuxième, cette fois-ci pas avec le même auteur, avec Marjolaine Godard. Pourquoi? Parce que ces discours très anxiogènes qui font peur n'aident pas à la mise en action. Donc, le deuxième livre, Face à l'effondrement, entre guillemets, Si j'étais maire, a été écrit avec Marjolaine, qui, en 2019, apeurée par ces questions d'effondrement, a voulu rejoindre l'association de fait SOS Maire que j'avais créée, et tout son talent de facilitatrice graphique, alors facilitatrice graphique, c'est faire des dessins et écrire des mots pour que les gens comprennent bien un contexte compliqué, ça soit simple à comprendre, c'est pas le simplifier, c'est le vulgariser, le contexte. Eh ben, son talent a permis de faire comprendre encore plus les mécaniques systémiques, donc comment fonctionne notre système, et ce qu'il fallait faire pour justement trouver des parades et que nous soyons résilients. Donc l'effondrement, entre guillemets, c'est un moyen de dire on a vécu la crise Covid, ça ne s'est pas effondré. On a vécu la crise avec, vous vous rappelez, les pots de moutarde qui n'arrivaient plus à cause de la guerre en Ukraine. Ça ne s'est pas effondré. Là, on vit les débuts d'une guerre avec l'Iran. Est-ce que ça va s'effondrer? On ne sait pas. Donc, on l'a mis entre guillemets. Par contre, les effondrements sont bien réels. Je reparle brièvement de la biodiversité. Vous voyez toutes les espèces qui ont disparu. Est-ce qu'on va laisser un monde comme ça à nos enfants? Je referme la parenthèse. Donc,
pour la mise en action, nous avons décidé d'écrire ce deuxième livre, Face à l'effondrement si j'étais maire, avec Marjolaine, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a plein de collectifs sur les territoires qui font des choses absolument géniales. Alors, c'est des personnes qui ne passeront jamais aux 20h, qui ne passeront jamais à la télé des milliardaires, parce qu'ils ne sont pas du tout en adéquation avec la vision de la mondialisation. C'est des gens qui sont capables de mettre en action des solutions concrètes, qui sont capables de nourrir, qui sont capables de prendre soin, qui sont capables de restaurer des écosystèmes. Et ce sont ces personnes, ces collectifs, qu'on a voulu mettre en avant dans Face à l'effondrement si j'étais maire. Là, c'est le manuel de résilience, le manuel collectif de résilience. Le premier tome, c'était attention, si ça part en sucette, vaut mieux que vous ayez un minimum de dispositifs de potabilisation de l'eau parce que si l'électricité s'arrête, vous allez avoir des queues et des queues de personnes assoiffées. Ça, c'est vraiment en caricaturant. Le deuxième tome, c'est « On sait faire ensemble ». Sauf que ça ne se fait pas pendant la crise. Ça se fait quand on est capable encore de raisonner. Pendant une crise, c'est plus les mêmes réflexes cérébraux. C'est plus la même perception du monde. Quand on est dans une crise, on pense à soi, on pense à sa famille. Alors, tant qu'il y a des gens qui sont capables de se coordonner en temps de paix sans vivre la crise, on doit collectivement mettre en valeur ces personnes qui ne correspondent pas, je le répète, correspondent pas à la vision mondialisée qu'expliquait Corinne Lalo. Nous avons le pouvoir. Le boycott est un énorme pouvoir et on ne risque pas de se prendre un coup de flashball. On ne risque pas de se prendre des coups de gaz lacrymogènes. Et pour conclure, le meilleur exemple que je peux vous donner de ce pouvoir citoyen, c'est effectivement les brigades d'e-crime qui ont fait deux choses. Elles ont écrit, ces filles des brigades d'e-crime, donc une frange des Gilets jaunes qui a repris la thématique et les méthodes SOS Maire à leur époque, elles ont écrit à tous les procureurs de France. Tous les procureurs de France et de Navarre, y compris dans les dom-toms, pour les alerter sur le fait qu'il n'y avait pas de résilience alimentaire sur leur territoire et que ces procureurs, ça concernait leur famille. Je pense qu'ils s'en rappellent de cette lettre d'alerte. Et cette lettre d'alerte, on peut changer le titre et mettre plainte pénale pour tous ceux qui n'ont pas prévu de quoi protéger leur population. Et puis, la deuxième chose fantastique qu'ont fait ces brigades d'e-crime, c'est obtenir à Bolène que en 2020, la liste qui se présentait au municipal, une fois élue, mette en place le fameux RIC, le référendum d'initiative citoyenne dont beaucoup parlent, et ont obtenu, ces brigades d'e-crime, un budget de 150 000 € pour des projets citoyens. Voilà. Merci Alexandre. Je vois que Cécile essaie de se connecter. Est-ce que Cécile, vous nous entendez? Je vous entends et je vous entends bien et je suis là. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci de votre invitation. Je vous écoute depuis tout à l'heure et tout ça a répondu à beaucoup des questions que je pouvais avoir dans un premier temps. Je vous résume un petit peu la situation de ma candidature. On a eu des élections dans notre village On a eu des élections dans notre village en janvier de l'année dernière après la démission d'un tiers du conseil municipal. À cette occasion, on a donc créé un noyau d'équipe de 5 personnes pour se présenter. Donc, le résultat qu'on a eu, qui était d'environ 40%, nous a encouragé à continuer notre effort jusqu'aux élections de cette année et à élargir donc notre groupe, mais surtout à commencer un travail. Alors, j'entends, c'est vrai, il y a beaucoup de listes citoyennes. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé un collectif citoyen pour lequel nous avons mis en place des réunions et des thématiques de travail, notamment évidemment les thématiques de sécurité et de prise en charge en cas de problématiques du type que vous abordez depuis tout à l'heure.
Mes questions se basaient plutôt sur effectivement la constitution de ce document, les outils de support pour la constitution de ce document. J'avoue que dans le fil de nos comment dirais-je, de nos réunions, on n'avait pas du tout abordé ce sujet, on était complètement passé à côté. Et c'est une amie qui m'a parlé de l'association SOS Mère, que j'ai découvert donc grâce à elle. Et je suis assez contente de voir que finalement l'association appartient à un réseau avec lequel je m'étais déjà connectée, puisque je m'étais rapprochée de l'association des mères démocrates de France. Donc finalement, c'est un fil rouge assez logique qui se déroule. Et oui, donc mes questions tournaient plutôt autour effectivement des documents, des outils de support pour créer ce DICRIM dans la commune. Donc ça, j'ai entendu que le site, comment dirais-je, dicrimocratie.fr sans doute répondrait à pas mal de mes questions. Ce que j'entends surtout dans ce qui a été dit, c'est finalement l'importance de ce document. Et je l'entends maintenant avec l'heure d'écoute, je l'entends plus comme un document qui pourrait carrément être le document fondateur qui permettrait de réunir la population autour d'un travail qui ne concerne pas seulement la sécurité alimentaire ou la sécurité, comment dirais-je, en termes d'aléas climatiques. Je vous dis ça parce qu'en vous écoutant, j'ai pensé au PLU qui est en train d'être adopté dans notre commune. Et je me dis que si ce document avait été pris en compte dans notre commune, il aurait sans doute influencé les décisions d'aménagement du territoire. Et donc, dans la vision que j'ai d'un potentiel mandat, je me demande même si la totalité des décisions qui doivent être prises ne seraient pas susceptibles d'être prises dans le cadre de la sécurisation de tous les points de ce document. Voilà, donc en fait, je réalise à quel point j'étais passée à côté de quelque chose de très important. Et cette résilience, finalement, elle concerne tous. Et c'est un peu l'avantage aussi du document, c'est que ça réunit quand même la totalité de la population autour d'un sujet qui nous concerne tous. Ça veut dire que ça pourrait aussi être, comment vous expliquer? C'est vrai que dans toutes les municipalités que je vois autour de moi, toutes ces bagarres, tous les sujets de bagarre et de discorde, viennent du fait que l'alternance des clans, au fil des mandats, tue finalement, à chaque fois 50 de la population pendant 6 ans. Et je me dis que le DICRIM peut devenir le document rassembleur, fondateur d'une démocratie effective. C'est-à-dire que parce qu'on prévoit, parce qu'on planifie, parce qu'on organise l'assistance, la sauvegarde, la sécurité de tous, sur l'aspect technique, mais aussi sur l'aspect opérationnel, il me semble qu'on peut concentrer des gens sur des sujets qui les éloignent finalement des luttes intestines historiques. Voilà, c'est ma réflexion sur ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure. Et du coup, je me dis que dans le cadre de la démocratie directe que moi j'ai vraiment envie de mettre en place dans mon village, donc on est un petit peu moins de 500 habitants, je trouve que ce sujet pourrait être le sujet qui met tout le monde d'accord en quelque sorte. Voilà. C'est bien ça. Et Merci. Véronique voulait rajouter quelque chose tout à l'heure, après qu'on ait parlé des quartiers dits sensibles. Je ne sais pas si. Oui, oui, j'avais pas mis mon micro. Merci Alexandre. Non, je disais qu'on tracte en ce moment aussi sur, voilà, par rapport à la crise agricole. Et dans le tract, voilà, on incite à aller vers les circuits courts et la nourriture bio.
Et c'est vrai que les gens nous disent souvent: «Mais c'est très cher et nous, on n'a pas les moyens». Donc voilà, il y a des marchés où, il y a des fruits à 1 € le kilo. On va aller plus facilement vers ça. Donc c'était intéressant ce que disait Stéphane, en disant que c'est tout un processus, en fait, à reconstruire pour, que toute cette nourriture soit accessible et une nourriture de qualité. Donc je me dis que dans le tract, on peut rajouter quelque chose autour de ça, voilà. L'avantage de passer par la crise, par l'immédiateté d'une crise, en anticipant cette crise, c'est que ça permet de refaire comme ont su très bien faire les Gilets jaunes sur les ronds-points. C'est parler de solidarité. Et l'article 3 de la loi 2004-811 de modernisation de la sécurité civile enjoint toutes les personnes de la commune à penser la solidarité. Je rappelle que beaucoup de personnes vulnérables, de personnes âgées, ne passaient plus leur Noël que toutes seules, avant qu'il y ait les Gilets jaunes qui les accueillent sur des ronds-points. Et là, bizarrement, tout le monde devenait un peu riche parce qu'on partageait. L'avantage d'anticiper la crise, c'est que si on se met dans un contexte où on vit une crise, si on imagine vivre une crise, il n'y a plus de partisanerie politique. Il y a des êtres humains à sauver. Et il n'y a pas de sauveur et de sauveur de type Superman. On s'aperçoit que ce qui fait qu'on sauve bien quelqu'un quand on est pompier, policier et autres, c'est parce qu'on sait que sa famille est prise en charge. Si le pompier sait qu'il a, au moment où il a été alerté, pu mettre ses enfants, dont il avait la garde le jour J, chez des personnes identifiées comme étant des personnes sérieuses qui vont bien prendre soin de ses enfants, lui, il peut avoir la tête libre et bien éteindre son feu. Donc chaque personne du territoire est importante. Et c'est ce que nous faisons, nous, à travers nos escape games. C'est-à-dire que il y a SOS Mer et il y a Géo-Résilience. Géo-Résilience, c'est notre cabinet qui organise des escape games, des jeux, des ateliers ludiques pour que les gens sortent de la peur d'avoir peur. On les met en situation, on les met en immersion. Ils doivent gérer une crise, mais c'est un jeu. Donc pour eux, cognitivement, c'est acceptable. C'est un peu comme on aime bien se faire peur à regarder un film d'horreur parce qu'on a la télécommande et qu'on peut appuyer sur pause. Par contre, si on nous dit qu'à un moment on peut manquer dans les supermarchés et que ça peut être réel, on ne va pas aimer du tout le scénario. Donc nous, on passe par le jeu de la crise, où chacun est le héros. Chacun va avoir chaque personne qui va être confrontée à la crise, à la gestion de crise, va être une personne ressource. C'est pas parce qu'on n'est pas pompier qu'on n'est pas important. C'est pas parce qu'on n'est pas policier qu'on n'est pas important. Bien sûr que ceux que je viens de dépeindre, pompiers, policiers et bien d'autres, agents de la sécurité civile, sont des primo-intervenants. C'est eux qui vont aller au carton, c'est eux qui vont extraire des gens de leur maison inondée. Mais derrière, il y a toute une importance aussi. Il y a ceux qui vont pouvoir aider les pompiers à dire « Tiens, là-bas, n'oubliez pas, la petite dame, elle n'entend pas. Elle n'entend pas. Allez toquer à sa porte et si elle ne répond pas, défoncez la porte parce qu'elle ne va rien entendre. » Ça, c'est du vécu, c'est très bien. Ça va être « Ah, tiens, merde, il manque de tronçonneuse. Ben moi, j'ai une tronçonneuse chez moi. Je vais pouvoir filer cette tronçonneuse à ceux qui interviennent pour dégager la route entravée qui empêche les secours. » Tout le monde est important. Et les idées partisanes, politiques, ça appartient à un autre monde. Quand on se met dans la crise, on a des humains, on a une mission et on est tous importants. Et c'est en ça où il y a le discours de SOS Mer a une résonance avec une frange des Gilets jaunes, parce qu'ils expérimentaient cette nouvelle richesse qu'ils redécouvraient. On se met ensemble et on fait de la politique. La politique, c'est le bien de la cité. Voilà. Alors, si je peux me permettre d'intervenir en complément de ce que vient de dire Alexandre et dans la prolongation de ce qu'a dit Cécile, effectivement, la politique, c'est la gestion de la cité et qui est dans la cité le citoyen, donc la boucle est bouclée. Mais je voudrais mettre en avant la redoutable force et solidité du DICRIM
par rapport à la faiblesse de la démocratie directe appliquée aujourd'hui. Tout le monde, en tout cas, quand je dis tout le monde, au sein des démocrates, hein, quand je parle de démocrates, je ne parle pas des démocrates à l'américaine, hein, je parle des vrais démocrates, de ceux qui aujourd'hui sont obligés d'employer le mot démocratie directe, qui est un pléonasme parce qu'ils ont employé pendant des années des oxymores en déviant et en travestissant tout le sens des mots. Aujourd'hui, on sait très bien que ce soit dans la Constitution ou dans le Code des collectivités territoriales, appliquer une démocratie directe, c'est illusoire. Il y a le mandat impératif est interdit par la Constitution et le libre arbitre des décisions du maire et de la commune ne doit pas être subordonné à une décision citoyenne. C'est pour ça qu'il faut jouer et être un petit peu stratégique et stratège quand on parle de démocratie au sein de la commune. Et c'est là où on reste fragilisé puisque il y a une forte demande de citoyens pour intervenir, mais on est aujourd'hui à la fois dans une appropriation du concept initial, puisque tout le monde est démocrate aujourd'hui, tout le monde est consultatif, tout le monde est participatif. Il y a même des gens qui osent parler de démocratie directe alors qu'ils ne font même, comme tout à l'heure le disait Cécile très justement, et indirectement, ne font pas de démocratie avec tout le monde. Donc, comment fait-on démocratie si on ne parle pas à 30% de la population parce que ceux-ci à droite sont d'extrême droite et ceux-ci à gauche sont d'extrême gauche? On n'est pas dans la démocratie et malheureusement, c'est ce qui fait peut-être le plus de tort à la citoyenneté, c'est qu'aujourd'hui, on retrouve au sein de ce mouvement démocrate ces clivages qui ne devraient pas exister. Et donc, ça fait un bien fou d'entendre Cécile nous dire qu'il faut faire démocratie avec tout le monde, mais c'est tellement une évidence qu'on oublie parfois de le rappeler. C'est là toute la faiblesse de ce qu'est la démocratie aujourd'hui, que ce soit dans un village de 500 habitants, comme dans une grande ville comme Nice, pour citer celle-ci, puisqu'on avait Sylvie Bonaldi là. Et là où est la faiblesse de la démocratie aujourd'hui, telle qu'elle a sa place dans notre législation, dans notre constitution, dans le code des collectivités territoriales, là, le crime est par contre d'une force absolue, puisque c'est la loi et elle s'adresse à tout le monde, à tous les citoyens, et que justement, c'est là où on peut refaire citoyenneté et on peut, à travers ces problématiques, comme l'a très bien encore une fois expliqué tout de suite et précédemment Alexandre, on peut, à travers ces problématiques, faire société, avoir un vrai tissu social, parce qu'il n'y a plus aucune différence dans les citoyens quand il s'agit de savoir si on doit protéger notre intégrité physique, alimentaire et sociale. Et donc, on a dans ce document, dans ce DICRIM, une porte grande ouverte, une invitation que les maires ne peuvent pas refuser, que le politique ne peuvent pas refuser. C'est ça qu'il faut que les citoyens qui nous écoutent et que ceux qui partageront les propos et le combat d'Alexandre et celui que nous sommes tous appropriés au sein de la décrimocratie, c'est ça qu'il faut que les gens entendent, c'est que nous ne mendicions, pardon, excuse-moi, on n'est pas dans la mendicité, nous demandons que la loi soit respectée et nous avons toute légitimité à demander cela. Et non seulement nous avons la légitimité, mais nous avons même le devoir, puisque, comme l'a dit tout à l'heure Alexandre, nous sommes garants des générations à venir, nous sommes garants de notre famille, nous sommes garants de notre tribu. Et déjà que économiquement, nous endettons les générations à venir en vivant à crédit avec un système monétaire qui est un libre-échange mondialisé qui est une horreur. Déjà que nous avons aussi, de façon systémique, on peut renvoyer les gens sur les travaux de Meldo, où on se rend compte que sur 9 des systèmes que contient notre planète, on en a déjà 6 qui sont quasiment effondrés. Donc l'effondrement dont parlait Alexandre est déjà en cours et déjà depuis des décennies. Et c'est là où le décrime a une puissance extraordinaire, c'est que nous n'avons rien d'autre à faire qu'à demander notre dû. Et c'est les politiques qui nous l'ont donné, ce pouvoir, et c'est nous, citoyens,
qui jusqu'à présent n'avons pas su, en tout cas en nombre, puisqu'il y a des gens comme Alexandre qui se battent depuis plus de 10 ans, voire 15 ans sur ce sujet, nous n'avons pas su s'approprier ce pouvoir, alors que nous l'avons. Il suffit juste de dire non de façon déterminée. J'aime beaucoup, je cite souvent Étienne de la Boétie, décider de ne servir plus et vous voilà libre. Il suffit simplement aujourd'hui de dire non. Nous voulons l'application de la loi, nous voulons des circuits courts, nous voulons un autre modèle de distribution, un autre modèle d'abattage, nous voulons la préservation de notre sol, nous voulons un modèle agricole qui soit sylvopastoral, et nous voulons prendre ce que disait déjà Pierre Rabhi, et feu à sa mémoire. Aujourd'hui, on est dans l'aménagement du Titanic depuis des décennies. Il est grand temps de regagner la terre ferme et que nous nous rapproprions notre pouvoir politique. Et c'est pour ça que la démocratie, la volonté de démocratie, je donne la parole à Alexandre derrière, je vois qu'il veut intervenir. C'est pour ça que la démocratie est importante parce que alliée au DICRIM, elle a toute sa force. Nous avons un bras armé à travers le DICRIM pour pouvoir imposer des choix de société. Et comme disait Michel Lecomte de Smart Réseau il n'y a pas si longtemps que ça, on n'est plus dans la politique, on est dans l'intelligence économique, comme on peut être dans l'intelligence service, c'est qu'on a aujourd'hui le moyen de pouvoir changer le système par simple volonté citoyenne. Et c'est ça qui est encourageant et qui va dans le beau sens, c'est qu'on a les solutions et on a les moyens de ces solutions. En tout cas, on les avait depuis longtemps, mais depuis peu, ils sont mis en avant, il faut qu'on s'en saisisse. Voilà, excusez-moi, j'étais peut-être un petit peu long, mais ça me semblait important. C'était très intéressant. Alors, Cécile veut reprendre la parole, je pense. Oui, merci Stéphane. Je rebondis sur ce que tu dis, sur un point qui me paraît très important, c'est que cette application de pure et simple de la loi, elle devient importante quand effectivement on s'empare de la gestion de nos communes. Je dis ça parce que mon engagement vient du fait qu'en tant que citoyenne, j'ai bien constaté que l'appel aux instances de tutelle, le recours à la, comment dirais-je, le recours à la loi par le biais de certaines juridictions n'a eu aucun effet. Hein. On a fait appel aux tribunaux administratifs, on a fait appel aux préfectures, on a fait appel aux procureurs. Et c'est ce qui a déclenché l'appropriation d'un programme pour le porter, c'est-à-dire, et c'est vraiment, je pense que c'est le point de bascule de l'engagement citoyen vers un engagement politique à proprement parler. Et je pense que c'est vraiment la parole qu'il faut porter, c'est que malheureusement, la parole du citoyen est, comment dirais-je, est étouffée par tous les moyens, et que le seul moyen, c'est de devenir un citoyen engagé en s'appropriant tous ces savoirs, toutes ces lois, et de les porter nous-mêmes. Voilà, pour en faire profiter la totalité des individus de nos communes. Voilà. C'est ce qui, pour moi, doit déclencher vraiment l'implication politique à proprement parler. Voilà, ce que les gens ignorent majoritairement, c'est qu'à l'article 73 du Code de procédure pénale, tout citoyen est un policier. Tout citoyen est un policier. Cathy pourra le confirmer. Alors, cet article 73 du Code de procédure pénale enjoint toute personne témoin d'un crime ou d'un délit de le faire cesser, de prévenir le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire, qui est le maire d'ailleurs. Le maire est officier de police judiciaire. Donc, quand je dis que moi j'ai changé de crèmerie, c'est-à-dire que je protégeais des élites, et puis quand j'ai compris ce qu'a expliqué un peu la justice, que peut-être que je n'étais pas rentré dans la police pour protéger ça, je me suis dit il faut absolument armer le nombre. La force du nombre, c'est invincible. C'est que dès lors que des gens sont dans leurs droits, qu'ils connaissent la loi, qu'ils s'en emparent et qu'ils exigent, forcément, toutes les petites associations de malfaiteurs, de notables, qui s'arrangent à travers des cercles criminels, on va le voir certainement avec la loge Athanor dont le procès arrive bientôt,
ces gens-là ne peuvent pas faire le poids face à la force du nombre. Et c'est pour ça que c'est important d'armer le citoyen face à des organisations criminelles qui, à force d'argent, peuvent faire des belles carrières et des gens qui ne respectent pas la loi au sein des institutions. Je laisse Véronique parler. Oui, je voulais juste dire en vous écoutant, voilà, je trouve ça très enthousiasmant. Ça donne beaucoup de force et d'idées, d'énergie là pour continuer voilà tout ce travail. Et voilà, le DICRIM qu'on avait essayé d'activer en 2022, pour moi, c'était sans doute pas le bon moment. Et là, je trouve que le contexte s'y prête parfaitement. Et je vois bien dans les échanges que j'ai autour de moi qu'il y a un écho qu'il n'y avait pas et que peut-être moi non plus, je ne m'étais pas approprié cet outil et ce pouvoir hein, qu'on pouvait avoir. Et je l'ai davantage aujourd'hui. Et donc, voilà, je pense vraiment que, comme vous disiez, c'est une arme qu'il faut déployer et c'est dans l'intérêt de tous et ça redonne du pouvoir démocratique et citoyen. Donc voilà, merci pour tout ça parce que c'est fabuleux. Ben, merci surtout à vous, Véronique, d'avoir montré la voie. Comme vous le dites, effectivement, je pense qu'il y a un momentum et que ce momentum, il faut qu'on s'en saisisse et qu'il faut, comme tout à l'heure, Alexandre parlait des armes. Aujourd'hui, on sait très bien que la seule arme qui nous reste vraiment, une arme d'attaque, une arme de défense, c'est notre bulletin de vote et notre droit citoyen et que c'est celui-ci qu'il faut que nous exercions et que nous arrivons aussi à convaincre nos citoyens, nos concitoyens abstentionnistes qu'il est temps de sortir du bois et de reprendre notre pouvoir. On en a vraiment besoin. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont admirables de réflexion et de recul, comme Philippe Grégoire dans leur travail, Martine Claude, ce que fait Alexandre. Ce sont des gens qui sont à la fois des penseurs et des gens qui sont dans l'action. Et aujourd'hui, enfin, on va pouvoir sortir de ce cercle non vertueux de lamentation perpétuelle et de constat perpétuel pour pouvoir agir parce que peut-être, effectivement, c'est le moment. Alors après, on n'est pas en train de courir un 100 mètres, peut-être on va être obligé de courir un marathon et que ça ne va pas s'arrêter aux élections, quels que soient les résultats. Espérons le meilleur pour Cécile ou pour Sylvie, bien évidemment. Mais on a un travail de longue haleine et c'est pour ça qu'avec la décrimocratie, avec l'aide de gens aussi vertueux qu'Alexandre et d'autres, on va pouvoir s'inscrire dans la durée et ne pas lâcher la pression. Parce qu'une fois que les citoyens auront consulté et demandé leur DICRIM, une fois que notre association de faits aura elle aussi envoyé les maires, aux maires la totalité des demandes de DICRIM, il y aura des demandes de contrôle qui seront faites et on continuera à faire la totalité de la pression dans la durée. Parce que vous vous doutez bien que prendre un moteur de recherche, prendre un mail de sa mairie, faire un copier-coller et ensuite nous le transférer si vous ne voulez pas continuer à faire le suivi, ce qui serait d'ailleurs votre entre guillemets, votre devoir citoyen, c'est de faire le suivi vous-même. Mais bon, nous, on va essayer de l'assurer. Mais vous vous doutez bien que ce n'est pas les quelques bénévoles ou même les dizaines ou les centaines de bénévoles qui vont réussir à convaincre dans le nombre les 34 785 communes que nous avons aujourd'hui. Donc, il faut que nous arrivions dans la durée à mettre une pression respectueuse, légaliste à l'ensemble de nos maires et à l'ensemble des acteurs et reprendre le pouvoir par le bas, puisque par le haut, on voit bien que pour l'instant, ça semble verrouillé. Et donc, c'est encourageant de continuer de se dire que cette arme qui est le bulletin de vote et cette pression que nous représentons en tant qu'électeurs doit enfin être utilisée. Et on a, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le DICRIM, une arme extraordinaire. Je vais devoir vous laisser. Si je peux juste rajouter quelque chose. Eh bien oui, je pense qu'on arrive au mot de la fin, donc à toi l'honneur, Alexandre.
C'est très gentil et merci pour toutes ces gentilles paroles. J'en suis très content. Moi, je veux rappeler que nous sommes vivants grâce à des utopistes, hein, des utopistes qui se sont battus, qui pensaient peut-être ou non qu'ils gagneraient, mais juste ils avaient en période 39-45 le sentiment qu'il fallait pas laisser faire des gens qui, pour autant, quand on regarde les archives, étaient armés, extrêmement puissants, avaient des moyens venus, y compris des États-Unis, hein, du clan Rockefeller avec la Standard Oil, avec bien d'autres hein, qui soutenaient le régime d'Hitler. Et donc ces utopistes français qui se sont rassemblés ont réussi à l'issue, hein, en 1945, à recréer du lien social dans un pays complètement ruiné. Ça, c'est très très important de se rappeler ça. Le pays n'avait plus de moyens. Il était ruiné. D'où sont venus ces moyens? Mais c'est très simple. C'est dès lors que la conscience citoyenne appelle de ses voeux à des réformes, c'est-à-dire une conscience citoyenne qui n'est pas endormie. C'est quelqu'un, ce sont des personnes qui se disent, nous, on exige, comme le disait Stéphane, on veut. C'est pas décide pour nous, c'est on veut. Et bien, dès lors qu'il y a ces consciences citoyennes qui se lèvent, tout va mieux, ça se reconstruit. Puis après, ça se réendort, c'est notre période. Mais là, on dirait que ça frémit pour se réveiller. Donc tant mieux. Et je vous remercie de votre écoute. Merci à toi, Alexandre. On va peut-être laisser la parole à Cécile parce que moi, il y a des grands moments où je ne la vois pas, donc je voudrais quand même qu'elle puisse nous dire au revoir et la remercier de vive voix pour sa participation. Merci beaucoup, Cécile. Merci à vous de m'avoir accueilli. Je voulais juste lancer une idée peut-être qui permettrait de porter la parole. Vous voyez, de porter la parole dans toutes les communes. C'est qu'on pourrait peut-être organiser un tour de France chacun dans nos communes et organiser un rendez-vous avec les citoyens pour les informer sur ce document et voilà, et tourner et tous bouger dans toute la France et porter la parole auprès des gens. Je pense que l'aspect pédagogique de ce que nous faisons, de ce que nous allons faire, de ce que nous devons faire, c'est un peu de reprendre quand même à zéro les bases, hein, les bases, parce que je pense que l'ignorance mène à la peur et que la connaissance va permettre à chacun de s'impliquer avec beaucoup plus de confiance et d'efficacité. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cécile. Que de paroles sages. Véronique, et puis ensuite Stéphane. Non, merci. C'est une très bonne idée, Cécile. Non, mais je suis ravie de ce moment partagé avec vous. Voilà, on a plein de choses à faire et je vais m'y atteler. Voilà, je vous parlais de ce petit mode d'emploi autour du DICRIM. Il y a le tract et puis il y a aussi un truc qu'on essaie de faire, c'est tout ce qui est origine des aliments, toutes les appellations, tous les sigles qu'on méconnaît pour justement voilà, y voir un peu plus clair et aider le consommateur à consommer de façon plus intelligente. Et donc, voilà, on apprend plein de choses, mais tout ça, je vous le partagerai une fois que ce sera fait. Et un grand, grand merci à vous tous. Je voulais juste, avant de faire une citation que j'aime beaucoup pour conclure, vous rappeler que notre site est en construction, qu'on est vraiment à la naissance, entre guillemets, du mouvement, hein, de l'association. J'ai pas parlé d'Escapade, de Jean-Claude Goni, il y a des gens qui nous rejoignent petit à petit. Le passage aussi dans des émissions comme les vôtres ou comme celle de Mixus fait à chaque fois que nous avons déjà des retours. C'est le début, une petite vingtaine à ce jour de gens qui se sont saisis du DICRIM et qui ont interpellé leur maire et qui nous ont fait confiance en nous donnant aussi leur propre mail, hein. Rassurez-vous, vos données personnelles, vous pourrez voir dans les mails que nous allons vous donner en réponse que nous appliquons et nous respectons toutes les législations concernant les données personnelles, bien évidemment.
mais surtout, n'hésitez pas à nous contacter par mail, à nous poser des questions, puisque le site est en construction. Aujourd'hui, il n'y a qu'une page qui évolue tous les jours. Aujourd'hui, il a encore modifié. Il va y avoir une cartographie qui va être mise en place dans les jours qui viennent. Et à chaque fois que vous avez des questions à vous poser, cela nous forcera à rebondir pour construire ce site. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Tout à l'heure, Cécile faisait la réflexion en disant qu'elle attendait peut-être toutes les réponses à ces questions sur ce site-là. Il y a déjà des gens qui ont travaillé dans le site des SOS Mer. Il y a aussi le site des brigades d'e-crime qui est toujours actif et qui est très intéressant, même s'ils ont travaillé sur un niveau au-dessus. Donc, n'hésitez pas à nous consulter, vous avez le mail. Et puis, je voudrais juste conclure par une citation que je dis souvent, qu'on attribue parfois à Coluche, mais qui n'est pas du tout de Coluche, en fin de compte, qui est de John Toole Kennedy, qui a écrit La Conjuration des imbéciles et qui a eu à titre posthume le prix Pulitzer en 1981. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Et donc, n'ayons pas peur de la grande masse qu'il y a en face de nous, n'ayons pas peur de cette montagne. On n'est pas forcé d'être incisif à pousser un caillou qui redescend sans arrêt. On peut, si on est nombreux, on peut arriver à mettre le caillou de l'autre côté de la montagne. Voilà. Merci beaucoup à Cathy pour le travail qu'elle fait et merci beaucoup à Police de la Vérité, parce que nous avons besoin, hein, contrairement à ce que on fait beaucoup d'agro-bashing, on fait aussi de la police bashing et n'oublions pas que nous sommes tous des citoyens et que, encore une fois, c'est ces deux corps de métier qui payent au niveau des suicides le plus en France. Et donc, c'est qu'il y a bien une problématique. On les a opposés alors qu'ils devraient être côte à côte et regarder dans la même direction. Voilà. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci à tous les quatre pour tout ce que vous avez apporté. Merci également à Céline, Sylvie et Corinne qui ont dû partir. C'était enrichissant. J'espère que les problèmes techniques permettront à nos auditeurs quand même de comprendre tout ce qui a été échangé ici et de comprendre toutes les richesses que vous nous avez apportées. Moi, je suis absolument enthousiaste quand je vois une personne comme Cécile qui a l'air très jeune. Hein, malheureusement, j'ai pas pu écouter votre présentation tout à l'heure. J'étais déconnectée, moi, mais je vais l'écouter en replay. Vous avez l'air très jeune et ça fait tellement du bien de voir la jeunesse qui monte au créneau parce qu'on a besoin vraiment de vous. Nous, on est une génération où on a été un peu, enfin moi je parle vraiment pour moi, où j'étais complètement aveugle, j'ai pas vu ce qui se passait et je trouve qu'on n'a pas trop protégé, on n'a pas protégé les générations que vous représentez et les tout petits là qui sont là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, moi je suis à fond derrière vous, devant vous, à côté de vous pour vous accompagner sur ces combats-là. Merci à tous. À très bientôt. Bonne poursuite dans vos conquêtes. Je vous souhaite des conquêtes en tant qu'élus, vraiment, parce que c'est nous, les citoyens, qui pouvons sauver notre monde et faire qu'il soit meilleur pour tous. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir à tous.